Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au ministère. Vous êtes donc ministre délégué chargé de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Exactement. Dans ce sens-là, hein. Femmes-hommes. Femmes-hommes, ouais. Homme-femme, ça aurait pas été bien. Si, on peut mettre homme-femme, mais comme on a d'abord un enjeu de rattrapage pour que les femmes aient les mêmes droits, c'est pas mal que le mot femme arrive en premier. C'est quoi les droits qu'il faut rattraper vraiment par rapport aux hommes pour les femmes? Il y a des droits qu'il faut assurer et garantir, ce qu'on fait par exemple sur la constitutionnalisation de l'IVG, se dire que nos enfants, nos filles, elles n'auront plus à se battre demain pour disposer librement de leur corps, alors que ça a été une conquête et des années de combats, et de combats extrêmement violents. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la violence que ça a pu être à l'époque et que ça reste encore parfois. Je suis allée dans un centre de planning familial. Le planning familial, c'est une assoce qui accompagne les femmes, qui est financée par l'État. Et on a encore des centres qui se font attaquer, qui se font intimider, menacer, insulter. Donc il y a des droits à garantir. Et puis il y a des droits à conquérir. L'égalité salariale. Ça, c'est l'exemple qui revient souvent, l'égalité salariale. Il y a quoi? Il y a 15% de différence à poste égal? Il y a un peu plus, 24% en moyenne. Alors après, c'est difficile aussi à mesurer. On a créé un index pour ça, pour arriver à mesurer. C'est Muriel Pénicaud, qui était ministre du Travail, qui l'a lancé. On a été les premiers en Europe à lancer un index. C'est-à-dire, OK, concrètement, tout le monde nous dit qu'il y a des inégalités, mais comment on arrive à le mesurer? Eh bien, on mesure dans un certain nombre d'entreprises pour voir s'il y a un écart et surtout si elles arrivent à rattraper, à corriger cet écart. Muriel Pénicaud, c'était donc en 2017 à peu près. On a réussi à rattraper cet écart depuis 2017. Commencer à le rattraper ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on a obligé les entreprises à mesurer, à publier. Ce qu'on a appelé un peu name and shame, c'est-à-dire on nomme et puis on met un peu la honte à des entreprises, voilà, l'anglicisme n'est pas hyper joli, de manière à savoir concrètement ce qui se passe. Étonnamment, on a aussi un enjeu qui est un enjeu d'image pour les entreprises. Quand vous êtes dans des métiers sur lesquels il faut recruter, quelle femme aurait envie d'aller dans une entreprise dans laquelle elle sait qu'elle va moins gagner qu'un homme? Et que l'homme, d'ailleurs, a vraiment envie d'aller dans des entreprises où il se dit que ses collègues, parce qu'elles sont des femmes, vont avoir moins de droits, être moins bien respectés. Donc il y a ça. Mais est-ce qu'on a rattrapé vous parliez de 24%. Est-ce qu'on a réussi à baisser? Ça s'est un peu amélioré, ça s'est un peu corrigé, mais il y a deux sujets pour moi qui sont extrêmement importants. D'abord, c'est qu'il y a encore des inégalités de traitement, de salaire, de progression, notamment pour une raison, c'est quand on devient des parents. Tout simplement. C'est-à-dire que quand on est une femme, qu'on devient mère, sa carrière, elle est freinée, elle est pénalisée, on gagne moins, on n'a pas la même progression salariale. C'est l'inverse. Quand on est un homme et qu'on devient père, c'est bien valorisé socialement dans la société. Donc, il y a quand même ce premier sujet. Et puis un sujet sur les métiers. Aujourd'hui, il y a des métiers où il y a une surreprésentation des femmes. Les métiers du lien, de l'accompagnement, du soin. Tous les métiers de première ligne, en fait, c'est d'abord des femmes qui les exercent. Et c'est des métiers qui ne sont pas assez reconnus, pas assez valorisés, pas assez rémunérés. Et à l'inverse, des métiers qui sont très valorisés socialement, les ingénieurs, les scientifiques, le numérique, eh bien là, ce sont des hommes. Donc il faut que la mixité, elle fonctionne dans les deux sens. On peut être un petit garçon et avoir envie demain de s'occuper des enfants, d'être enseignant, d'être infirmier, d'être aide-soignant. Et on peut être une femme et vouloir être ingénieur, être mathématicienne, être scientifique, travailler dans l'intelligence artificielle. Donc il faut que la mixité, elle fonctionne dans les deux sens. Vous êtes à votre place ici, vous trouvez? Je crois parce que c'est un ministère de combat. J'ai sans doute beaucoup de défauts, mais il y a au moins un truc qu'on me reconnaît, c'est que quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas. Et il faut avoir des combattants dans ce ministère pour porter ces sujets. Et puis c'est un ministère où moi je me sens connectée à ces sujets, à ces enjeux, à la fois sur l'égalité, sur l'IVG et sur la lutte contre les discriminations. Parce que vous parlez de l'IVG, vous avez ouvert l'interview avec l'IVG. C'est un texte que vous avez porté. Exactement. Qui a été voté il y a très peu de temps sur la constitutionnalisation de l'IVG. C'est dur à dire pour moi, mais en tout cas ça a été voté il n'y a pas longtemps. Vous avez voté plein de textes, c'est vrai, en rapport avec le droit des femmes, mais votre nomination a été critiquée par certains en disant que votre place n'était pas là. Les nominations, elles sont toujours critiquées. Par certains, en tout cas. Pour ce poste-là? Non, je crois pas. En fait, le ministère, il est très large. Déjà, il y a le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est l'égalité professionnelle, salariale, c'est le droit à disposer de son corps, c'est la lutte contre toutes les violences qui sont faites aux femmes. Et j'ai toujours été engagée sur ces questions. Et puis après, il y a tout le volet de lutte contre l'antisémitisme. Je crois que les gens savent à quel point je me suis engagée sur ces questions-là. Et malheureusement, on a une résurgence de l'antisémitisme dans notre pays. Depuis le 7 octobre, depuis les attentats qui ont lieu en Israël. C'est la question de la lutte contre le racisme aussi, évidemment, parce qu'on a encore des discriminations qui persistent dans notre pays. C'est la question des droits LGBT. Et là-dessus, moi, j'ai fait partie des peut-être très rares qui, à droite, ont manifesté
pas contre, mais pour le mariage. Moi, je suis allée dans la rue pour le mariage pour tous. Et quand il y en a qui disent que vous étiez contre l'adoption... j'ai manifesté pour. J'ai manifesté pour, je me suis fait écoutez, vous pouvez retrouver les tribunes que j'ai signées à l'époque pour le mariage pour tous, les photos en manif. Donc je manifestais à côté de Roselyne Bachelot. On était un peu les deux seuls. Alors elle était bien plus connue évidemment que moi, mais moi j'étais élue locale. Je peux vous dire que derrière, on m'a pas fait de cadeau, qu'on m'a même menacé de me retirer des investitures, etc. Donc j'ai vraiment fait un choix en conscience parce que je considérais que le moment était venu et qu'il n'y avait pas de raison qu'on empêche deux femmes ou deux hommes qui s'aiment d'avoir accès et au mariage et à l'adoption. Et puis ensuite, quand je suis devenue députée, on a fait l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. C'est moi qui ai eu l'honneur de porter ce projet de loi pour la majorité. Donc vous êtes à votre place. Je crois, j'espère. C'est ce que vous me dites et je l'entends. C'est intéressant, vous parlez de tout ce que vous avez porté en tant que députée, présidente de groupe, en tant que femme politique, tout simplement aussi. Il se trouve que... alors ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais non, mais le 8 mars dernier, j'étais dans l'hémicycle quand vous avez porté ce projet de loi pour proposer une inéligibilité pour les hommes, les députés, les élus. J'y étais pour autre chose, pour un documentaire que j'ai réalisé, c'était Bonjour pour y être pour moi. Et vous avez proposé une inéligibilité pour les élus qui étaient condamnés qui étaient coupables de violences conjugales. Ça n'a pas été voté. Oui, mais déjà, il y a plusieurs choses. Quand vous faites de la politique, il faut accepter que vous n'arrivez pas toujours à convaincre. Ça ne veut pas dire que vous aviez tort. Ça veut dire qu'il faut peut-être faire mieux, convaincre différemment, retravailler. Mais vous comprenez que ça n'avait pas été voté. C'est plus... Ma question, elle est plus là, quand même. Qu'il y a eu, même dans la majorité... Alors, cette séance, elle a été compliquée, vous le savez bien. Il y a eu plein d'incidents de séances. Et ça a joué, vous pensez ? Oui, parce que les députés l'ont dit. Ils se sont sentis vexés. Peu importe les circonstances, à la fin, ça n'a pas été adopté. C'était le jour du bras d'honneur du garde des Sceaux. C'est ça. Il s'en est d'ailleurs excusé, etc. Mais bon, ça a créé un climat qui était moins calme, on va dire, que le climat dans lequel on avait commencé la discussion. C'est pas la question. La question, c'est quel est le signal et le message politique qu'on veut envoyer. Aujourd'hui, on a un homme, un député, condamné pour violence conjugale, qui refait interview sur interview, qui est en train de se faire passer pour la victime, alors qu'à un moment, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il a porté un coup, qu'il a frappé celle qui était à l'époque sa femme. Et on parle plus de lui d'ailleurs que de celle qui a subi la violence, qui a vu son nom aussi être exposé, son enfant être exposé. Ça pose question. Les élus sont pas au-dessus des lois, ils sont pas en dessous, je l'entends tout à fait. Mais de facto, on a quand même un devoir d'exemplarité. C'est quoi la légitimité d'un élu de voter demain une loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes si lui-même a été condamné pour des violences? C'est quoi la sincérité de l'engagement? C'est quoi la crédibilité de cet engagement-là? Il y a un sujet quand même de cohérence. Qu'est-ce qu'on veut porter? Qu'est-ce qu'on veut envoyer comme signal? Et moi, j'ai trouvé que son retour dans l'hémicycle... Vous parlez d'Adrien Quatennens. Oui, mais j'ai pas envie de le nommer parce que les gens le savent. Mais je pense que les gens savent. Il n'y a pas beaucoup d'élus et de députés qui sont condamnés pour des faits de violence conjugale. On va en parler d'Adrien Quatennens. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un peu votre adversaire politique depuis 2017 et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais sur cette séance du 8 mars, je vous ai senti, c'est cette image, touché. Oui, bien sûr. Au moment où vous voyez que c'est en train de vous échapper, entre guillemets, pas vous, mais le projet de loi est en train de vous échapper, que finalement, ça n'avancera pas, on vous sent ce jour-là touché. Oui, mais parce que la politique, c'est aussi porter des combats qui sont des combats personnels. Enfin, pas des combats personnels au sens c'est moi qui les porte, mais des combats qui vous prennent aux tripes et que vous avez envie de partager. Et vous vous dites, attendez, là, on est en train de passer à côté d'un moment, de passer à côté d'une opportunité, d'envoyer le bon signal politique aux Français et aux Françaises. Et ce que je dis juste, c'est déjà, on a continué à travailler sur ce texte. C'est pas parce qu'un texte, on perd. En politique, si vous n'acceptez pas de perdre, il ne faut pas faire de politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut accepter qu'il peut y avoir des défaites, soit des défaites électorales ou des défaites dans l'hémicycle. C'est sain et c'est la vie démocratique. C'est dur, il faut l'encaisser. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais il faut l'encaisser. Et puis surtout, il faut se relever et se dire, OK, est-ce que c'était le bon texte? Est-ce que c'était la bonne manière de faire? Et on a continué à travailler. Je sais que des députés de la majorité et de l'opposition, notamment écologistes, continuent à travailler sur cette question-là, communistes. J'espère que ça reviendra. Peut-être que le texte sera retravaillé, changé. Moi, mon seul sujet, c'est quel est le message qu'on envoie aux femmes qui ont subi, continuent à subir au moment où je vous parle, au moment où cette émission va être diffusée, des violences. Et les violences, elles sont multiples.
Les violences, ça peut être des coups, ça peut être des humiliations répétées, ça peut être du harcèlement, ça peut être espionner votre téléphone, vous empêcher de sortir, vous empêcher d'avoir le job que vous souhaitiez parce qu'on vous isole professionnellement, familialement, socialement. C'est tout ça, les violences. Et donc, à un moment, quel est le message qu'on envoie quand on a un député, c'est pas n'importe quoi être député de la République française, quand on a un député qui est condamné, qui revient dans l'hémicycle, et non seulement il revient, mais en plus, il y a une forme de aide d'honneur. Il est applaudi, ses collègues se lèvent pour l'applaudir comme si le héros revenait de guerre. Mais enfin, heureusement pas tous, mais... Heureusement, comme vous dites, ouais. Mais quand même. Ils avaient... ce qui avait été dit à l'époque, au moment de Tahabouaf, ils l'avaient mis de côté tout de suite dans leurs instances, ce qu'on vous reproche aujourd'hui chez La République En Marche, à Renaissance, de ne pas avoir fait en amont. Vous. Non, c'est pas vrai. Enfin, moi là-dessus, je pense qu'il faut toujours avoir une règle absolue. Je sais pas si c'est pas vrai, en tout cas c'est ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'on dit. Déjà, il y a pour moi une règle absolue qui est que... laisser la justice faire son travail. Que la vérité, la seule vérité à un moment qui peut exister, c'est une vérité judiciaire. Là, il y avait une vérité judiciaire. Pour Tahabouaf Non, je parle Ah oui, d'accord, pour Adrien Quatennens. Je veux dire, il n'y avait pas le soupçon, il n'y avait pas le doute, il y avait une condamnation judiciaire. Il y en a parfois même trop peu. Là, il y en avait une. Donc, il n'y avait plus aucun doute sur ce qu'il avait fait. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu lui demander de ne pas revenir, de renoncer à son poste de député ? À minima, si son groupe politique était cohérent avec ce qu'il porte, l'exclure du groupe. Est-ce que vous pensez vraiment, moi, présidente de groupe, si j'avais eu un député qui avait été condamné pour violence, si on avait inversé les rôles, si ce député, il n'avait pas été LFiste, mais qu'il avait été Renaissance, mais j'aurais été... harcelé de questions matin, midi et soir en disant « Mais attendez, comment vous pouvez accepter qu'il revienne chez vous ? Comment vous pouvez accepter qu'il siège chez vous ? C'est quoi votre crédibilité pour parler de la lutte contre les violences si un député condamné revient chez vous ?» Et eux, parce que justement c'était un député très important pour eux, parce que c'est un député qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon et de leur chef, eh bien, d'autres règles devaient s'appliquer. Et donc, à un moment, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se tenir à des principes et appliquer ces principes, quelles que soient les personnes mises en cause, que ce soit des proches, des intimes, des amis ou des adversaires politiques, on doit à chaque fois avoir la même ligne. Dans le même moment, souvenez-vous, on avait eu des accusations qui avaient été portées contre Julien Bayou. Oui. Julien Bayou, tout d'un coup, il y a une de ses adversaires politiques internes qui l'avait accusé sur un plateau de télévision. Eh bien, j'avais tenu la même ligne. Mais chez vous, il y avait un député, le nom m'échappe, je crois que c'est Jean Perra, peut-être, il y avait un député qui avait été, pareil, accusé. Quelqu'un qui avait été... Alors, il avait été investi aux législatives, on lui a retiré son investiture. Mais il a été resté député. Non, il n'était pas député Jean Perra. On lui a retiré son investiture. Donc, il n'a pas pu être candidat sous nos couleurs. Sinon, en effet, ça aurait été totalement incohérent. Il faut juste des principes. C'est mieux quand on fait de la politique d'avoir quelques principes et convictions et essayer de s'y tenir tout le temps. Vous parliez d'Adrien Quatennens. En 2017, je disais que c'était votre adversaire politique depuis longtemps. En 2017, il avait dit que c'était trop facile de dire que Bertrand Cantat était le seul responsable, de le prendre comme étendard des violences faites aux femmes. Vous voyez où je veux en venir. Bertrand Cantat, il sort un nouvel album. Ouais. Il a été soutenu à hauteur de milliers d'euros sur la cagnotte publique. Je parle à la ministre, en même temps, je parle à la citoyenne. Moralement, c'est dégueulasse. On est d'accord que moralement, c'est dégueulasse. Bien sûr. Légalement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans ce qui s'est passé sur Bertrand Cantat, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Il faut relire la couverture médiatique à l'époque. À l'époque, il assassine une femme, elle est morte sous ses coups. Marie Trintignant est morte sous ses coups, mais c'était elle la coupable. C'était elle, enfin, regardez vraiment la couverture médiatique de l'époque, c'était elle qui était trop frivole, qui avait des vraisemblablement des problèmes psychiatriques. Enfin bref, on lui trouvait tous les défauts à elle et on lui trouvait toutes les excuses à lui. Et ça, heureusement, la société aujourd'hui, elle ne le tolérerait plus. Elle n'accepterait plus qu'on présente un bourreau comme étant finalement la victime de la femme qui l'a assassinée. Mais c'est ça qui s'est produit à l'époque. Après, légalement, est-ce que je peux empêcher un homme de travailler ? Est-ce que je peux empêcher un homme de travailler ? Non. Est-ce que Bertrand Cantat a une deuxième chance ? Est-ce que pour autant j'ai envie de le revoir sur scène ? Vous n'irez pas ? Non, je n'irai pas parce que quand je le vois sur scène, est-ce que quand ado, je pense comme tous les ados, j'ai écouté Un Noir Désir ? Enfin, c'est vrai, ça a fait partie de notre culture française, musicale, etc. Oui, ok. Mais je ne peux pas aujourd'hui l'écouter sans penser à Marie Trintignant. Mais vous voyez, ma question derrière, c'est est-ce que ces gens-là ont droit à une deuxième chance ?
Je pense que c'est toujours plus difficile quand vous êtes dans un univers qu'un univers où vous êtes médiatisé. C'est-à-dire qu'à un moment, ce sont des gens qui prennent la parole. Adrien Quatennens, aujourd'hui, il a tous les micros à nouveau ouverts. Parce que ça intéresse soi-disant tout le monde de savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il a appris, etc. Bon, ça peut interpeller aussi de l'environnement médiatique. Est-ce que vraiment on a besoin de lui donner à lui en permanence la parole maintenant, comme s'il fallait que ce repenti puisse s'exprimer. Est-ce que les Français ont envie de l'écouter? Est-ce que c'est une maladie? Non, c'est pas contagieux, heureusement. Bah non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison de me dire. Heureusement que la violence n'est pas contagieuse. Par contre, elle peut se reproduire. Elle peut se reproduire dans les familles. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi on parle de la protection aussi de nos enfants? C'est à la fois protéger les enfants qui subissent des violences et les extraire de cette violence-là, mais c'est aussi que les enfants ne se disent pas que cette violence-là est la norme. Quand vous avez grandi dans une famille où vous n'avez connu que de la violence à l'encontre de votre mère, la violence à votre propre encontre, parce que les enfants, on a mis du temps, ça aussi à le reconnaître, quand ils ne sont pas eux-mêmes frappés, mais qu'ils voient leur maman être au quotidien humiliée, insultée, frappée, ils sont aussi des co-victimes de cette violence parce qu'ils la voient, et surtout, quand c'est depuis votre tout jeune âge, vous dites qu'en fait c'est la norme. Donc que demain, vous, quand vous aurez une petite amie, une copine, une compagne, c'est normal. C'est normal de frapper, c'est normal de rabaisser, c'est normal si vous n'avez connu que ça dans votre environnement. Donc non, c'est heureusement pas contagieux. Mais est-ce que ça soigne? Mais ça veut dire que ça peut se reproduire si on considère que c'est la norme. Ça, vous avez raison. Mais est-ce que ça soigne? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas une maladie. Ça n'est pas une maladie. On parle des stages. À un moment, ce sont des gens qui ont fait des choix. Il ne faut pas déresponsabiliser celui qui, à un moment, a porté les coups ou a généré de la violence. Mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on peut prendre conscience du mal qu'on a fait? C'est ça ma question. Est-ce que les stages, par exemple, sur les auteurs de violences conjugales, qui existent et qui fonctionnent quelquefois, ça peut être une solution qu'on ne met pas assez en avant? C'est une solution qui est difficile à appréhender. Je pense que c'est difficile d'expliquer à la société qu'on va investir de l'argent. Parce qu'à un moment, on investit de l'argent des Français, en disant que des gens qui ont commis des violences, eh bien, on va leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait, du mal que ça a fait, non pas juste les coups, parce que physiquement ça aurait fait du mal, mais ce que ça a produit sur la personne, ce que ça a produit sur leurs enfants. Moi, je me suis rendue dans des espaces qui sont des espaces comme ça, on appelle un peu d'intermédiation, de rencontres familiales. Pourquoi? Parce que y a souvent des enfants au milieu de ces violences-là. Ce que je disais, qui sont à la fois co-victimes de ces violences, qui ont vu leur maman subir des violences, mais ils ont aussi un père qui a généré ces violences-là. Est-ce qu'il faut couper tout lien avec le père violent? Ça, c'est un débat qui concerne et qui intéresse, je pense, toute la société. Il y a des décisions de justice qui disent, écoutez, cet homme a été violent, il va purger une peine, mais on considère qu'il ne doit pas rompre tout lien avec son enfant. Par contre, ça ne se passe pas dans n'importe quelle condition. Par contre, l'enfant ne doit pas être un chantage entre les deux parents. Ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver une certaine normalité. Et c'est une question que je vous pose, parce que j'ai jamais été confronté à ça. J'ai du mal à répondre à cette question. La violence, elle n'est pas normale. Elle ne devrait pas être considérée comme une norme ou une normalité. Est-ce que ça veut dire qu'on peut retrouver de la normalité ou pas? Je ne sais pas répondre. Il faudrait demander aux femmes qui ont été victimes, aux mères qui ont été victimes et qui ensuite vivent ça. Et est-ce que oui ou non, elles arrivent à envisager un autre type de relation parce qu'il y a des enfants, etc. La force de notre système, c'est que c'est quand même d'abord une décision qui est une décision judiciaire. Il y a des règles qui s'appliquent. C'est pas j'ai frappé ma femme et je veux quand même voir mon fils. Ça marche pas comme ça. Ça marche plus comme ça. Et donc, il faut d'abord que des juges aient expertisé, que des psychiatres aient expertisé, qu'il y ait eu un accompagnement juridique, qui est parfois une peine, qui a été prononcée, et que ça se fasse dans un environnement qui d'abord se pose toujours une seule question, une seule. L'intérêt supérieur de cet enfant. C'est quoi l'intérêt de l'enfant? Et je pense que c'est toujours en partant de ça qu'on réussit à avoir la bonne réponse. Je l'ai dit, vous êtes ministre donc chargé de l'égalité femmes-hommes et de relations familiales. Et de la lutte contre les discriminations. Et de la relations familiales, c'est plus compliqué. Excusez-moi. De la lutte contre les discriminations, autant pour moi. Est-ce qu'il faut être féministe pour être dans ce ministère? En tout cas, moi, je suis féministe. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Mais être féministe, c'est tout simplement être profondément investi du fait que l'égalité ne devrait pas être une option et qu'en vérité, on ne devrait même pas avoir besoin d'un ministère. Je vous ai dit féminisme, vous m'avez donné votre définition. Il y a plusieurs formes de féminisme, selon vous. Sandrine Rousseau, c'est une féministe? Oui, c'est sûr que c'est une féministe. Après, pareil que vous, dans le même état d'esprit?
il y a des combats qui nous rejoignent, ça c'est certain. C'est certain. Après, il y a une manière d'exprimer ces combats. Moi, je persiste à penser qu'on ne gagnera pas les combats de l'égalité si on exclut de ces combats les hommes. Enfin, ça ne peut pas marcher. Une société égalitaire n'est pas une société qui exclut la moitié de ceux qui contribuent à la solution. Poser comme préalable que le problème vient des hommes est à mon avis une erreur. Oui, parce qu'elle l'a redit récemment. Ouais. Elle l'a redit récemment dans une interview qu'elle considérait que tous les hommes étaient violents en puissance. Non, et heureusement que c'est pas ça dans notre société. Est-ce qu'il y a des violences qui sont insupportables? Est-ce qu'il faut les combattre? C'est ce qu'on fait au quotidien. Moi, je ne suis pas là uniquement pour faire plaisir à celles qui sont déjà convaincues. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se parler en petit cercle fermé, dans un entre-soi. C'est d'arriver à convaincre celles et ceux qui sont en capacité de décider qu'on arrivera à changer ensemble ce pays sur ces sujets-là. C'est de dire aux DRH qui recrutent, vous n'avez plus le droit de poser la question de savoir si une femme souhaite ou pas avoir un enfant. Parce que même si c'est dans la loi, cette question, elle se pose encore. C'est dire aux recruteurs, continuer à avoir des femmes qui sont moins payées qu'un homme est une violence qui est absolument insupportable. C'est de dire, dans votre entreprise, vu le nombre de femmes qui subissent des violences et des violences sexuelles, il y a donc forcément des femmes dans votre entreprise qui ont déjà subi ou qui sont en train, en ce moment même, de subir des violences, qui ont subi une agression sexuelle. Et donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez un regard, une attention, une bienveillance. Et c'est comme ça qu'on embarque la société. C'est pas en mettant au banc une partie d'entre elles qui est encore une fois une partie de la solution. Je vous parle de féminisme, vous avez créé la polémique, c'est pas la polémique, mais vous avez créé un sujet de conversation en tout cas, il y a quelques jours, parce que vous aviez dit que vous vouliez analyser les propos, les ambiguïtés de certaines associations féministes qui s'étaient ou pas exprimées lors du 7 octobre. Excusez-moi, je suis complètement d'accord avec vous, il faut effectivement... on ne les a pas beaucoup entendus, certains. Mais ma question, elle est simple, c'est est-ce que le silence est une ambiguïté quand on ne parle pas? Oui, je pense que ça peut être une forme d'ambiguïté. Bien sûr. D'accord. Qui a été maniée par certains. Mais là, ce que je veux dire, c'est d'abord envoyer un signal. Envoyer un signal politique. On parle des violences sexuelles faites réalisées le 7 octobre. Le 7 octobre a été le pire pogrom de notre siècle. Le pire pogrom de notre siècle. Ça aurait dû tous nous concerner et nous alerter. Il se trouve qu'en France, on a eu une grande marche de lutte contre l'antisémitisme. J'y étais. On était des dizaines de milliers, même un peu plus, dans les rues. J'aurais aimé qu'on soit encore plus nombreux, mais cette initiative, elle a été prise. Elle était transpartisane, la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat. Très bien. Mais si on est lucide sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est une recrudescence des actes antisémites. C'est-à-dire, parce que des Juifs ont été assassinés parce que Juifs en Israël, la conséquence a été qu'en France, des Juifs soient pris pour cible. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond et qui disjoncte. Et le 7 octobre, au-delà du pogrom, il y a eu des mutilations insupportables et qui sont documentées. Les terroristes eux-mêmes ont expliqué ce qu'on leur avait demandé d'infliger à des femmes, le fait de les salir, de les souiller, de les violer, de les mutiler. Quand on est féministe, encore une fois, c'est ce que j'ai exprimé, on ne choisit pas ses victimes. On ne choisit pas non plus les bourreaux. Donc on ne peut pas sélectionner en disant il y a de bonnes victimes, il y a de mauvaises victimes. Il y a de bons bourreaux, puis il y a de mauvais bourreaux. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des victimes. Et ces femmes, elles ont été martyrisées et violées. Et je ne comprends pas que ça n'ait pas soulevé l'ensemble de l'opinion publique et l'ensemble des associations qui sont engagées et qui devraient se sentir solidaires de ces femmes. Donc ce que je dis, c'est que je refuse que de l'argent public, l'argent des Français, vienne en soutien des associations qui auraient tenu des propos ambigus. Est-ce que vraiment... Le silence est ambigu parce que j'ai pas entendu d'association tenir des propos ambigus. Mais c'est ça qu'on est en train de regarder parce qu'il y a des grandes associations nationales, il y a de multiples associations locales. 99% des associations, elles font un travail de terrain, un travail minutieux, un travail exemplaire. Sauf que on a un certain nombre d'associations qui aujourd'hui ne veulent pas forcément s'engager pour la cause des femmes, veulent le faire pour d'autres raisons politiques. Et d'ailleurs, ça a été très bien décrit dans un article qui a été fait par Libération sur le sujet, qui est allé regarder ce qui se passait dans un certain nombre de collectifs, de femmes qui ne s'y sentaient plus à leur place. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient juives. Enfin,
Encore une fois, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais c'est grave ce que vous dites. Bien sûr. Mais c'est ce qui a été révélé dans l'enquête, très bien faite, documentée, de Libération. Donc moi, je ne suis pas là pour dire quelle est la bonne ou la mauvaise association. Les associations, elles peuvent me critiquer matin, midi et soir et continuer à être financées. C'est normal, ça s'appelle la démocratie. Elles peuvent critiquer le président de la République, elles peuvent critiquer le gouvernement. Ce n'est pas le sujet. Par contre, je refuse que des associations qui auraient dit, par exemple, que tout cela n'était pas bien grave le 7 octobre, que c'était un acte de résistance de la part du Hamas, puisse être financé par l'argent des Français quand même. Donc il y aura des résultats, vous nous le dites. Moi, j'ai demandé une instruction très claire, très documentée à mon administration. Je veux que vous regardiez tous les propos qui ont été tenus par l'ensemble des associations qui sont financées par l'argent public, parce que c'est l'argent des Français, et parce que je pense qu'il faut envoyer un signal aussi très clair par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et encore une fois, toutes les féministes auraient dû être au rendez-vous pour tout simplement exprimer, je ne sais pas, à minima de l'empathie par rapport à ce qui s'était passé. Et ça n'est malheureusement pas ce qui s'est passé. Et pour avoir rencontré des femmes israéliennes qui ont été victimes de violences, qui documentent ces violences, elles l'ont vécu justement comme une violence supplémentaire, de ne pas se sentir accompagnées et soutenues. Et crues aussi. Et crues. Certaines. Alors que le premier postulat des féministes, le premier mot, c'est de dire « je vous crois ». Et ce qui a en effet, vous avez raison, le plus interpellé ces femmes qui sont engagées, c'est qu'on leur ait demandé des preuves. Prouvez que vous avez été violées. Prouvez qu'elles ont été mutilées. Mais déjà, outre le fait que les preuves existent, quand bien même, est-ce qu'on a demandé ça à d'autres femmes qui avaient subi ce type de violence-là? Non, on leur a dit, on vous croit. Immédiatement. Quand en Ukraine, des femmes ont été mutilées et violées, quand on sait que dans les prisons iraniennes, des femmes sont mutilées et violées, on ne leur demande pas des preuves, et heureusement, on les croit. On les croit. Et on les accompagne et on les soutient. Il faut faire la même chose. En 2017, le président de la République avait dit que ça serait une cause nationale. Je ne vais pas dire que 5-6 ans plus tard, c'est pareil, parce que c'est pas vrai. Parce qu'on en parle énormément et qu'on n'en parlait pas avant. Et qu'il y a des résultats aussi. Mais justement, qu'il y a peut-être des résultats, et sans doute. Mais je me dis, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que si c'est une cause nationale, est-ce que les moyens que vous mettiez sur la table aujourd'hui, je crois que c'est un peu moins de 200 millions par an, peut-être que je me trompe. C'est plus parce que c'est réparti en vérité dans tous les ministères. C'est le ministère de la Justice, de l'Intérieur, c'est l'éducation nationale, c'est le logement. C'est tous les ministères qui sont évidemment engagés. Mais si c'est une cause nationale, est-ce qu'on en fait assez? Comment on peut en faire plus en vérité quand on n'a pas pris conscience comme moi que c'était aussi grave? Oui, mais parce que je pense que personne n'a envie de voir la violence quand elle n'est pas dans son environnement personnel. Personne n'a envie de se réveiller le matin en se disant qu'une femme se fait violer, qu'une femme peut mourir sous les coups de son compagnon, de son conjoint, parce que ça renvoie en miroir une société qui n'est pas jolie à regarder. On n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir ces violences-là. Donc pendant longtemps déjà, on les a tues, on ne les a pas montrées. Aujourd'hui, on ne les tait plus. Aujourd'hui, on les montre. Aujourd'hui, les femmes s'expriment. Et aujourd'hui, on met aussi des moyens. Il y a 94 femmes qui ont été assassinées en 2023, sous les coups soit de leur conjoint, soit de leur ex-conjoint. Et c'est vrai que le moment le plus critique pour une femme, le moment où elle risque en vérité sa vie, c'est le moment où elle dit qu'elle part. C'est le moment où elle prend la décision de partir et où son conjoint, son ex-conjoint, sent que ça y est, ça risque d'être fini. Sa victime s'en va. Et c'est là où les femmes prennent le plus de risques. Donc c'est là qu'on a voulu mettre le paquet. En disant, il va y avoir des décisions de justice qui vont permettre d'avoir des bracelets anti-rapprochement. Ça marche vraiment, ça? Typiquement, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, il y en a assez. Ça évite des féminicides. Est-ce qu'il y en a assez? Il y en a de plus en plus, et à chaque fois des décisions de justice, et on a toujours dit que ce n'était pas un sujet de moyens. S'il en faut plus, il y en aura plus. Mais il en faut plus, vous le savez malheureusement. Il en faut plus, c'est aussi des décisions de justice qui sont prises pour garantir ça. Il y en a qui vous disent que c'est les moyens, qu'on n'en a pas assez, et que comme on n'en a pas assez, on ne les attribue pas. Non. Vraiment non, parce que dans certains départements, il y a des téléphones qui n'ont pas encore été mis en service. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Il faut qu'il y ait une décision de justice qui puisse exister. Mais quand une femme a ce téléphone en main, elle se sent rassurée, sécurisée. Elle est prioritaire surtout. Et typiquement, il y a encore 15 jours, il y a un féminicide qui a été empêché parce qu'immédiatement, le téléphone a été activé. Les forces de l'ordre sont arrivées. Il allait essayer de la tuer. Eh bien, ce sont les forces de l'ordre qui l'ont neutralisé. Donc, ça montre l'efficacité. Donc, vraiment, on a essayé de mettre le paquet sur comment, à la fois, évidemment, on lutte à la racine
contre les violences, mais lutter à la racine contre les violences, c'est la formation des professionnels de la petite enfance, de nos enseignants, des personnels soignants, des forces de l'ordre, des magistrats. Et une fois que la femme décide de partir, qu'on puisse lui donner tous les moyens de le faire. C'est un sujet passionnant et j'ai un dernier sujet à aborder avec vous après qui est plus politique, mais je parlais des viols. Le chiffre, pour moi, il est hallucinant. Toutes les 5 minutes, une femme qui se fait violer dans notre pays. Ou agresser sexuellement. Mais je trouve ça hallucinant. Et ce que je trouve encore plus hallucinant, c'est que quelquefois, ces femmes-là n'osent pas porter plainte parce qu'il faut aller au commissariat, qu'il faut sonner à une porte, que c'est... Mais c'est pas juste la difficulté de frapper une porte ou de sonner, etc. C'est la honte. La honte de le dire. C'est la honte de ces femmes. C'est-à-dire qu'il y a encore un message qui est renvoyé et qui a été longtemps renvoyé, que finalement, si vous avez été victime d'une agression, si vous avez été violée ou agressée sexuellement, c'est parce que c'est votre faute. Et donc, il y a une honte, une espèce de chape de honte qui continue à exister sur les victimes. Et donc, il faut d'abord qu'elles arrivent à sortir de cela pour se reconnaître en tant que victime et se dire, du coup, je suis légitime à oser dénoncer, à oser porter plainte. C'est un processus qui est long, qui prend du temps. C'est pour ça qu'on a allongé les délais de prescription, par exemple. J'entends, mais par exemple, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on pourrait faire en sorte de favoriser en permettant aux femmes de témoigner directement depuis l'hôpital? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur le dépôt de plainte à l'hôpital. Moi, ce que je veux, c'est qu'on garantisse que ce soit le cas dans tous les hôpitaux de notre pays. Tous les hôpitaux de notre pays. Aujourd'hui, on a déjà des centaines d'hôpitaux où c'est possible. Où ça veut dire que typiquement, vous arrivez, vous êtes une femme, vous avez été victime de violences conjugales, vous avez été victime d'une agression sexuelle, vous arrivez à l'hôpital, assez vite les médecins vont comprendre la nature de ce qui s'est produit. Ils peuvent immédiatement vous orienter, vous accompagner, un soutien évidemment médical, psychologique, un accompagnement social. Et puis c'est toute une chaîne de solidarité organisée par l'État, évidemment, qui se met en place pour que vous soyez pris en charge et que vous n'ayez pas déjà à retourner auprès de votre bourreau. Parce que si vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans un lieu où vous allez être protégé, accompagné, soutenu, donc vous ne retourniez pas là où vous risquez votre peau, en fait, tout simplement. Mais aujourd'hui, moi, le chiffre qui me choque le plus, c'est qu'une femme en moyenne, elle va faire 7 allers-retours. 7 fois, elle va partir, puis revenir. Partir, puis revenir. Partir, puis revenir. Faites-le 7 fois dans votre tête. 7 fois. 7 fois. Et donc, ça veut dire qu'elle va à chaque fois prendre le risque de retourner dans cette violence, de retourner sous les coups. Et donc, l'idée n'est évidemment pas de dire qu'il faut juger cette femme. C'est comment on fait pour que toute la société l'accompagne et lui garantisse d'en sortir. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, l'aide universelle d'urgence. L'universelle d'urgence, c'est quoi? Vous avez déposé plainte, vous avez fait une main courante, tout de suite, en 48 heures, vous pouvez avoir une aide. En moyenne, aujourd'hui, dans les aides qui ont été accordées, c'est un peu plus de 800 €. C'est des milliers d'aides. J'allais dire, à la fois c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne, et en même temps c'est terrifiant, parce que ça veut dire qu'il y a des milliers de femmes qui l'ont demandé. Mais ça vous permet quoi? Ça vous permet de ne pas avoir l'angoisse immédiate de dire « Ok, mais je vais dormir où? Si j'ai pas de famille, si j'ai pas d'amis, tout de suite d'avoir un hébergement, etc. » Il y a aussi des entreprises formidables qui sont mobilisées. Mais malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste 5 minutes. Okay. En tant que ministre, vous avez assez de moyens pour faire tout ce que vous faites aujourd'hui? Si c'est vraiment, je le répète, je suis désolé, une cause du quinquennat, est-ce que vous avez assez de moyens pour aller là où vous voulez aller? Moi, ma mission, c'est de garantir que tous les ministres, toutes les collectivités, toutes les entreprises se sentent investis du sujet. Donc, est-ce qu'il y a assez de moyens? Concrètement, est-ce qu'il y a assez d'argent qui est mis sur la table? La réponse est oui. Il y a énormément de moyens qui sont mis sur la table. Est-ce qu'on peut faire plus et mieux? Par rapport à d'autres pays dans le monde, on est quand même... Non, parce que les comparaisons, elles sont difficiles. Parce que ici, il y a des pays qui sont fédéraux, etc. Bref, il y a plein de différences. Et puis, ce sujet, il n'est même pas là. Le sujet, c'est garantir d'accompagner dignement toutes les femmes et de lutter contre des stéréotypes. Encore une fois, l'étude qui a été faite il y a peu de temps par le Haut Conseil à l'égalité, elle dit quoi, qu'aujourd'hui, vous avez un homme sur 4 âgé entre 20 et 35 ans, donc c'est pas le siècle dernier, un homme sur 4 d'aujourd'hui âgé entre 20 et 35 ans, qui considère que c'est normal de parfois être violent pour se faire respecter de sa femme ou de sa copine. 1 sur 4. Voilà. 1 sur 4, ça veut dire dans nos entourages aussi. Il faut être lucide, et c'est ça aussi que la société n'a pas envie de voir. S'il y a autant de victimes, c'est qu'il y a beaucoup de bourreaux. Et les bourreaux, on ne les reconnaît pas dans la rue, en fait. Désolé. Mais ce serait trop simple de se dire, allez, il y a un profil type de l'homme violent, de celui qui va demain vous agresser sexuellement, de celui qui va commettre un viol.
Et le viol, c'est pas uniquement dans un endroit glauque, dans un parking. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un copain, un ami, un mari. Ça peut être un inceste. Et donc, c'est tout ça qui ne fait pas ressortir ce qu'il y a de plus beau de la société, qui est très difficile à regarder en face et qu'il faut quand même affronter, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre les violences. Sans transition, désolé, je vais vous parler de politique. D'accord. Mais je suis désolé, parce qu'il nous reste très peu de temps. Ça va, ça se passe bien, les élections européennes, la préparation des élections européennes. J'ai l'impression, je vais vous dire la vérité, j'étais à la radio, je disais ça hier matin sur mon analyse, qu'on est paumé chez Renaissance, que vous voulez lutter contre le Rassemblement national. Ça a été toujours... Ça, c'est ce qu'on fait, c'est oui, clairement mais j'ai l'impression 2017. Mais vous n'y arrivez plus. C'est Non, vraiment le je suis pas sentiment d'accord. que ça donne de dehors, c'est que vous n'y arrivez plus. Et donc, comme vous n'y arrivez plus, c'est la cacophonie. Tout le monde dit ce qu'il veut. Non, il y a à un pas... moment, le Premier ministre il dit qu'il faut travailler avec eux. Le président qui dit qu'ils sont plus dans l'arc républicain. On nomme Nicole Belloubet qui vient contre les idées de Gabriel Attal, la ministre de la Ville qui ne prend pas les amendements sur les dérives sectaires du Rassemblement. Bref, on sent en fait que vous êtes perdu et qu'il n'y a pas de cap. Non, je pense qu'il y a une ligne qui est claire, qui est portée par le président de la République depuis 2017. Mais donc, il est en contradiction avec son Premier ministre aujourd'hui. Mais, enfin... Moi, je suis malheureusement pas responsable du fait que depuis 2022, il y a un groupe de 88 députés du Rassemblement national. C'est les Français qui l'ont voulu. Ouais. Les Français qui l'ont voulu. Mais... C'est les Français qui, dans 88 circonscriptions, ont élu des députés du Rassemblement national. Par contre, nous, on doit faire quoi ? On doit faire prendre conscience de ce que ça veut dire d'avoir 88 députés de l'extrême droite qui sont dans l'hémicycle. Et qui ont surtout brillé depuis 18 mois. Par quoi ? Par leur silence. C'est sûr que vous êtes un adversaire plus difficile à combattre quand vous dites pas grand-chose. Et c'est un peu la tactique de l'extrême droite depuis 18 mois. C'est de ne pas dire grand-chose. Mais vous n'êtes pas surpris quand même par le Rassemblement national par rapport au reste de l'hémicycle sur le fait que ils se comportent entre guillemets normalement. Mais c'est tellement facile pour eux. D'accord. C'est tellement facile. Ils ont en face de l'autre côté de l'hémicycle des adversaires politiques qui matin, midi et soir insultent, interrompent, sont violents, etc. Mais la France insoumise, c'est un marchepied extraordinaire pour l'extrême droite. Et vous faites mais c'est d'ailleurs leur volonté. C'est la volonté de Mélenchon de se retrouver en tête-à-tête face à Marine Le Pen. C'est son rêve en 2027 de se retrouver en tête-à-tête face à elle. Donc lui, plus il est violent, plus eux, ils ont qu'à être calmes en face pour passer pour des gens inoffensifs. Et vous avez aucune responsabilité dans la montée du Rassemblement national aujourd'hui ? Nous, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on regarde les balles passer entre, d'un côté, l'extrême gauche et de l'autre côté, l'extrême droite. Il ne faut pas que l'extrême gauche fasse oublier ce qu'est l'extrême droite. Il ne faut pas que le combat mené, parce qu'on en a qui parlent plus fort, fasse oublier le combat face à ceux qui se taisent, mais qui, sur le fond, n'ont pas changé ni d'idée, ni d'objectif demain pour le pays. Donc c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ce combat-là qu'on doit gagner. Et les européennes, de ce point de vue-là, sont hyper importantes et intéressantes. Mais alors justement, parce que vous avez toujours qui va défendre l'Europe ? Qui va défendre l'Europe ? Ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Là-dessus, ils pensent la même chose et disent la même chose. Vous n'avez toujours pas de tête de liste. On est à 2 mois et demi d'une élection européenne où vous voulez combattre le RN, où vous aviez 2 points de retard. On est un peu plus loin quand même que 2 mois et demi. 3 mois. 9 juin. 3 mois. Mais... Et vous aviez 2 points de retard en 2019 sur le Rassemblement national. Aujourd'hui, vous êtes donné à 10 points de retard. Alors, c'est des sondages. En 2019, on nous disait déjà que ça allait être une déroute évidente. Vous n'êtes pas inquiète ? Non, mais on va partir en campagne, mais il faut partir en campagne avec... Déjà, l'avantage, c'est que, on a un projet qui est cohérent. Ouais. À un moment, les Français, la question qui va leur être posée dans quelques mois, c'est vous voulez plus d'Europe ou moins d'Europe ? Non, mais désolé, il y a des questions un peu basiques qui vont quand même être posées. Mais vous n'êtes pas inquiète quand vous voyez les agriculteurs ? À la question de plus d'Europe, à la question de plus d'Europe, il y a une seule réponse. Ce sera la majorité présidentielle. Et à la question de moins d'Europe, il y aura la réponse de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Et donc vous n'êtes pas inquiète quand vous voyez les agriculteurs qui manifestent, l'explosion sociale ? Mais les agriculteurs, ils disent quoi ? C'est hyper intéressant, les agriculteurs, ils disent quoi ? Ils disent qu'ils sont mais ils disent pas moins d'Europe, ils disent pas moins d'Europe, ils disent pas moins de PAC, ils disent de politique agricole commune, ils disent au contraire, ce que vous avez fait en France, Egalim, pour garantir qu'on ait enfin un revenu digne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'on a des très grosses centrales d'achat, qui sont portés par les grands distributeurs, les très grandes marques dans lesquelles vous allez faire vos courses, qui contournent la loi française. Pourquoi ? Parce qu'ils s'installent dans d'autres pays européens. Donc ce qu'on veut faire, c'est quoi ? C'est que la norme française, elle s'applique partout en Europe. Et donc la réponse pour ça, c'est pas moins d'Europe. La réponse pour ça, c'est justement qu'on ait les mêmes règles partout en Europe. Et donc ça, il n'y a qu'un seul parti qui peut réussir à le porter. C'est la majorité présidentielle. Je vous trouve un peu optimiste, Madame la Ministre, parce que il vaut mieux être optimiste. Vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais en soi, les agriculteurs, ils disent pas que ça. Ils disent aussi que l'Europe. Ils disent pas moins d'Europe. Oui, mais ils disent pas plus non plus.
Ils disent pour être honnête, les mêmes règles pour tous. Il faut arrêter les traités, il faut arrêter... ils disent les mêmes règles pour tous. Donc ça veut dire au niveau européen. Européenne, vous avez une prise au niveau agricole européenne. Les mêmes règles pour tous. Mais très bien, vous êtes optimiste, on verra, on fera les comptes. Pour terminer l'interview, vous êtes ministre. Oui. C'est facilement conciliable avec une vie de famille? Oh, c'est une organisation. Vous êtes maman depuis pas longtemps. Elle a 15 mois, ouais. Et c'est facile ou pas? C'est pas... C'est plus difficile en plus quand on est une femme, voilà, pour boucler l'interview comme ça. Je sais pas. Non, en fait, quand vous faites de la politique, l'avantage, c'est déjà, je fais quelque chose que j'aime et je fais quelque chose auquel je crois. Donc, je sais pourquoi je me lève le matin et c'est un avantage inouï d'avoir la chance de faire, c'est pas un métier pour moi la politique, mais d'avoir une fonction à laquelle vous croyez et qui vous motive. Après, c'est une question d'organisation. Est-ce que je suis plus à plaindre qu'une femme qui est aide à domicile, qui va bosser à 6 h du matin auprès de personnes âgées, qui va voir sa journée être entrecoupée de 2-3 heures de pause et qui va récupérer son enfant le soir à 18 h ou 19 h à la crèche? Je crois pas. Donc je serais quand même assez mal placée, alors que je défends ici les femmes et toutes les femmes, de dire que j'ai pas de bol. J'ai de la chance. J'ai de la chance et après, j'ai la chance d'être en couple, j'ai la chance d'avoir une famille, j'ai la chance d'être très bien accompagnée et on s'organise ensemble pour faire en sorte que notre famille reste une priorité. Moi, j'ai eu la chance, je voulais être maman, j'ai la chance de l'être devenue, c'est aussi pour voir ma fille grandir. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire que vous ne ferez pas de la politique toute votre vie dans ces cas-là? Ah non, mais ça, j'ai toujours dit, je le disais avant d'être mère. Mais je le dis d'autant plus parce que je pense que c'est pas sain. Déjà, il y a très peu de Français qui aujourd'hui, à mon âge, à 37 ans, se disent je vais faire le même job tout au long de ma vie. Combien de gens ont déjà, à 37 ans, changé 3, 4, 5 fois de métier et continueront à en changer? Je pense qu'on ne va plus faire le même métier ou dans la même entreprise pendant 30 ans ou 40 ans. Pourquoi les politiques ce seraient les seuls pour qui ce serait différent? Donc non, moi je ne crois pas qu'il faille en faire pendant 30 ou 40 ans. Puis il y a plein de manières d'être engagé. Regardez toutes les associations avec lesquelles je travaille. C'est aussi de l'engagement. Non, on verra bien. On verra déjà une chose après l'autre. Il y a ce que je veux réussir ici dans ce ministère. Tant que je suis là, je veux faire des choses et je veux réussir ça ici dans ce ministère sur l'égalité, sur la lutte contre les violences, sur les discriminations, sur la lutte contre l'antisémitisme, sur les droits LGBT. Il y a tellement à faire. Et puis le jour où cette mission s'arrête, ça c'est la décision du président de la République. Et puis on verra, il y a un combat majeur qu'on aura à mener et à gagner en 2027. Parce que si c'est pas nous qui le remportons, on risque de connaître la suite et de savoir qui risque de le remporter. Donc notre combat, il est là. Et je crois que pour le remporter, il faut qu'on ait des résultats. C'est assez basique en fait. Ouais. Est-ce que ce qu'on aura fait, ce que les Françaises diront, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. C'est mieux après 10 ans d'Emmanuel Macron. C'est mieux après 10 ans avec cette politique-là qui est menée sur le travail, sur l'emploi, sur la santé, sur l'égalité. C'est ça la seule question qu'à mon avis, les gens à la fin se poseront. S'ils répondent non, y a un vrai risque pour le pays. Donc notre enjeu, c'est qu'ils répondent oui. Donc c'est d'avoir des résultats. Écoutez, bon courage. Merci. On se retrouvera peut-être avant 2027. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Ici au ministère, c'est le ministère, ici on est au ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est ce ministère ici, voilà. C'est ce ministère, mais c'est partagé par tous. D'accord. C'est ça le job Vous aussi. êtes toute seule dans ce ministère ou vous êtes avec d'autres ministres? Non, je suis toute seule dans ce ministère, mais avec une équipe. Oui. Voilà, mais beaucoup de gens qui passent et on travaille ensemble. Et bon courage pour la Merci suite. Beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.